Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Comment faire bouger les lignes de la mixité en entreprise ? Si le sujet avance, il y a encore pas mal de chemin à faire pour que la mixité intègre parfaitement les mœurs entrepreneuriales. Bref, pour que tout ça aille de soi, les entreprises, elles, ont bien compris qu'elles avaient tout à y gagner. En revanche, au moment de passer à l'action, forcément, les choses sont toujours un peu plus compliquées. On en parle cette semaine avec une experte, une femme engagée sur le sujet et surtout CEO de Mixity. Bonjour Sandrine Charpentier. Bonjour Cédric Ingrand. On va rentrer dans le détail de ce qu'on entend par la mixité, mais d'abord deux mots, qu'est-ce que c'est que Mixity ? Alors Mixity, c'est une plateforme digitale innovante parce que c'est un outil très simple qui permet aux organisations d'évaluer, de piloter et de promouvoir leur diversité et leur inclusion. Donc vraiment pour s'évaluer et définir des indicateurs sur les différents items de la diversité que sont le genre, le handicap, l'âge, l'origine et puis l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. En ce sens-là, la mixité et la diversité, c'est deux termes interchangeables ? On s'est beaucoup posé la question parce que finalement, c'est difficile de savoir ce qu'expriment les personnes, ce que, en tout cas, comprennent les personnes quand on leur dit mixité ou bien diversité. Ou bien inclusion. Ou bien inclusion. Donc, c'est pas évident d'avoir les bons mots pour définir finalement ce qui correspond à l'égalité des chances. La mixité, finalement, souvent, on l'associe au genre, à la mixité de genre, ce qui n'est pas forcément le cas. Et puis la diversité, on l'associe souvent à l'origine. Donc chacun a sa façon de décrypter ces mots-là. Mais la mixité, logiquement, c'est plus la notion de mélanger les genres, les âges, les origines, les orientations, les parcours. Donc voilà, c'est un terme assez large. Je le disais en introduction, on a l'impression qu'on arrive à un moment de notre évolution, j'ai envie de dire, où ces choses commencent à aller d'elles-mêmes. Finalement, quand vous approchez les entreprises, c'est aussi simple que ça ? Est-ce que vous avez encore besoin de leur montrer, de leur faire miroiter les avantages, j'ai envie de dire, plus préhensibles de la mixité en entreprise ? Il y a quand même une conscience plus forte aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est aussi très développé dans les médias, très développé aussi dans la société. On a vu aussi beaucoup de sujets qui ont émergé ces dernières années et qui font que finalement l'égalité des chances, encore une fois, et la diversité, la mixité de genre est de plus en plus un sujet dont on entend beaucoup parler. Donc les entreprises, les organisations s'en emparent, mais pas forcément avec une vision globale du sujet et avec finalement parfois encore des engagements assez forts sur un thème qui peut être le genre, qui peut être le handicap, mais pas forcément sur une vision totalement inclusive du sujet. C'est encore quelque chose qu'on met dans le chapitre responsabilité sociétale, c'est-à-dire l'entreprise qui se met à avoir des valeurs aspirationnelles, mais c'est pas quelque chose qu'on voit comme un atout, j'ai envie de dire même économique, pour le business d'une entreprise ? C'est un atout économique, certes, mais c'est pas forcément perçu tout de suite comme ça. Il y a cette notion finalement aussi de responsabilité sociale, environnementale qui est très forte et qui est aujourd'hui très portée par les entreprises. Mais le sujet de la performance n'est pas forcément le premier sujet auquel on pense quand on parle de ces sujets-là. Alors pourtant, ce serait une très grosse motivation. Effectivement, parce que aujourd'hui et dans les pays anglo-saxons, c'est quand même assez développé le fait d'avoir en fait cette mesure de la performance sur les 3 items que sont le profit économique, bien sûr, mais aussi environnemental et social, et qui sont des facteurs de performance économique qui sont assez forts. En France, on est encore un peu plus dans la considération finalement d'impact social que d'impact économique. Et l'impact économique est prouvé par des études, notamment McKinsey, qui ont été réalisées récemment sur le fait que quand on a davantage de diversité dans les équipes de management, on a une performance économique de plus de 30% plus forte. On l'explique comment ? Parce que d'une part, on est sur finalement une représentation de la société plus importante, plus forte, donc avec une prise en compte des besoins de ces consommateurs, de ces parties prenantes plus adaptées finalement
à la société dans laquelle on évolue. Et puis, dans l'innovation, quand on sait que quand on a des profils et des parcours, des cultures différentes, on va appréhender un sujet de façon beaucoup plus large, avec des points de vue très différents qui vont permettre de faire émerger plus facilement l'innovation. Donc, on a forcément à y gagner aussi économiquement. L'autre motivation à l'action, c'est que, outre le fait qu'on est là face à une véritable évolution de société, c'est aussi devenu une obligation légale dans beaucoup de cas. Oui, il y a une loi qui évolue fortement, même si, par exemple, sur le genre, la première loi sur l'égalité des salaires et l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'univers professionnel date de 1972 quand même. Donc on est encore en France aujourd'hui avec une inégalité salariale de 24% et 10% quand elle est vraiment à poste égal et à temps de travail égal. Donc les choses évoluent pas si vite que ça, mais effectivement, on a quand même des lois qui sont là pour faire progresser les organisations, progresser les entreprises. Beaucoup sur le genre, beaucoup sur le handicap, sur la non-discrimination aussi, qui implique certaines obligations pour les grandes entreprises, mais maintenant aussi pour des entreprises plus petites, à partir de 250 collaborateurs, notamment sur la non-discrimination, notamment à l'embauche, et puis aussi sur le handicap et sur finalement aussi la performance d'égalité entre les femmes et les hommes. Mais il y a encore des sujets où il n'y a pas forcément de loi ou de réglementation, notamment sur la diversité d'origine d'origine ou de parcours social, voilà. Et puis aussi sur le sujet LGBT+, où c'est pas forcément encore quelque chose de très adressé dans les organisations, sauf sur des entreprises qui vraiment ont cette volonté de faire de l'inclusion. Peut-être aussi parce que ces deux critères-là sont pas toujours visibles. C'est plus difficile à quantifier. On n'est pas comme face à un handicap où on a un pourcentage, enfin des choses absolument valides, ou l'égalité homme-femme, où là l'égalité ou l'inégalité se voit plus facilement. Sur la diversité, on va dire, d'origine ou bien de parcours ou de code postal, tout simplement, on a quand même la possibilité de voir des choses. On est sur aussi des sujets qui sont plus difficiles à aborder parce qu'on a une histoire aussi qui fait que c'est pas forcément ni légiféré ni abordé simplement. Et ça, faut le respecter aussi parce que ça, c'est ce qui nous constitue aussi en tant que société. Et puis sur le sujet LGBT+, effectivement, on ne va pas s'amuser à compter parce que c'est pas l'objectif. Il y a le respect évidemment de chacun, de la vie privée. Mettre en fichier, c'est-à-dire que, exactement. Voilà. Mais par contre, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir une position assez forte et engagée pour rendre visibles aussi les personnes, par exemple LGBT+, qui ont envie de se sentir incluses aussi dans leur organisation c'est des et choses considérées. Qui se font plus par des démarches positives Exactement. que par juste un strict respect de la loi. Exactement. Est-ce que justement il y a des risques pour les entreprises à ne pas être aux normes, entre grosses guillemets, sur ces questions de diversité? Il y a le risque légal. Aujourd'hui, il y a des pénalités financières. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi le risque de réputation. Aujourd'hui, notamment les jeunes générations placent dans leur top 3 de critères de sélection d'une entreprise, de l'entreprise dans laquelle ils souhaitent évoluer, le sujet égalité des chances, le sujet entreprise engagée sur les sujets d'inclusion. Donc, il y a quand même... on sent qu'il y a une vraie volonté aussi de considérer ces sujets pour être attractive et pour avoir une responsabilité, un engagement face à ses collaborateurs, face à ses parties prenantes et face à la société de façon générale. Longtemps, la société a été, les entreprises ont été une partie du problème. Je trouve qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup aussi une solution parce que finalement, l'emploi, c'est un facteur d'inclusion, c'est un facteur d'insertion et ça permet aussi finalement de vivre mieux ensemble.
On le voit, c'est intéressant, le législateur, quand il s'attaque au problème aujourd'hui, le fait on n'est pas comme face à la sécurité routière où on met des radars en disant vous avez été flashé avec moins de 40% de femmes à votre conseil d'administration, mais on voit que les choses avancent en traitant la chose un peu comme une matière molle, c'est-à-dire que on demande aux entreprises de promouvoir la diversité, mais on les laisse assez libres de ce qu'elles mettent comme contenu dans ces 3 mots. Mais en revanche, par exemple, je voyais qu'en février dernier, le gouvernement a publié les noms de 7 entreprises soupçonnées de discrimination à l'embauche. Ça, le name and shame, comme diraient les anglo-saxons, ça marche. C'est-à-dire que mettre un nom sur des entreprises qui se conduisent mal ou moins bien que leurs congénères, ça fait avancer les choses. C'est ce que j'allais citer justement, effectivement, cette campagne de testing qui a été menée par le gouvernement pour s'assurer qu'il y avait une démarche, en tout cas, de non-discrimination à l'embauche, ce qui n'a pas été forcément un succès, puisque évidemment des entreprises ont été nommées comme étant discriminantes. Alors, c'est pas forcément évident parce que on a des entreprises qui font des choses et qui s'engagent, comme vous le disiez, qui mettent en place des actions, qui ont une démarche sur ces sujets-là. C'est pas un sujet facile, c'est complexe. Et puis après, la diversité et un comportement inclusif, ça s'applique pas forcément, ça se décrète pas au plus haut niveau de l'entreprise. Ça s'applique tous les jours au quotidien et partout sur le territoire en fait. Donc c'est aussi comment on arrive à faire appliquer des actions, des formations, des sensibilisations un peu partout dans ces entités pour faire en sorte que tout le monde se comporte aussi de façon non discriminante. Et c'est vraiment pas un sujet simple. Après, parce que ça demande aussi une évolution des mentalités. J'ai envie de dire un par un au travers de l'entreprise. C'est pas c'est pas le mémo du président. Un par un et au quotidien, parce qu'on a tous des biais, on a tous des stéréotypes et avoir conscience de ces biais au quotidien, c'est pas forcément évident et c'est un accompagnement à faire dans la durée. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, alors on est beaucoup aujourd'hui sur la lutte contre les discriminations et nous, avec Mixity, on est dans une démarche où finalement on veut accompagner les entreprises, les organisations à être plutôt pour l'inclusion en fait. Donc ça fait quand même une différence de posture aussi, c'est de se dire ensemble comment on fait pour avancer et vraiment proposer des solutions, mesurer, évaluer, accompagner pour être dans cette démarche finalement de prise en compte de l'inclusion, d'action, d'engagement, d'indicateurs pour faire évoluer les choses. La discrimination, on peut lutter contre, c'est évidemment important, mais on peut aussi agir pour. Justement, comment est-ce que vous les accompagnez, ces entreprises ? On les aide avec un outil qui va leur permettre de s'évaluer de façon globale sur leurs différents enjeux autour de la diversité et de l'inclusion, que ce soit sur le handicap, que ce soit sur le genre, que ce soit sur l'âge, que ce soit sur l'orientation sexuelle et autres. On a vraiment cette démarche d'évaluer un ensemble d'actions et d'indicateurs et de chiffres qui témoignent d'un engagement et d'être aussi un acteur neutre parce que chaque organisation a ses propres outils de pilotage, mais les définit aussi en fonction de ses enjeux, de sa stratégie, etc. Et nous, on veut aussi apporter une vraie prise en compte de la diversité et de l'inclusion au-delà des enjeux stratégiques de chacun et vraiment dans une démarche de neutralité. Donc, on va déjà faire cette évaluation globale pour savoir où on se situe en tant qu'organisation par rapport à un secteur donné, par rapport à une taille d'entreprise. Et puis ensuite, on va donner des bonnes pratiques, des actions concrètes pour aller plus loin, pour encourager les organisations à agir. Après, on n'intervient pas sur le terrain. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont engagés sur ce sujet, avec lesquels on travaille au quotidien et qui vont être les solutionneurs pour accompagner les organisations sur la mise en place de leur plan d'action. Les entreprises aujourd'hui, elles ont même des outils plus spécifiques. On peut agir, je voyais, sur l'environnement de travail pour que cette diversité soit plus visible finalement. Je voyais même qu'il y a des outils pour les RH, pour les ressources humaines, qui vont les aider à recruter en assurant un peu plus de mixité sociale, etc.
Oui, il y a différents acteurs effectivement qui aident les entreprises, notamment sur le recrutement, parce que c'est J'ai envie de dire, il y a une app pour ça tout à coup. Oui, il y a aussi des outils. On s'adapte aussi aux nouveaux usages. L'idée, c'est aussi d'accompagner la façon dont les usages, les professionnels évoluent. Donc, on va leur fournir évidemment maintenant des solutions digitales qui vont permettre de plus en plus de faire matcher des profils de la diversité avec des besoins d'organisations qui veulent aussi s'engager fortement sur ces sujets-là. Après, faire de la diversité, c'est une première étape. C'est recruter des personnes qui représentent la société dans toute sa diversité. Ensuite, comment on fait de l'inclusion, c'est une étape supplémentaire en fait. C'est comment on apprend à vivre ensemble, et ça, c'est le vrai sujet. Dernière question, est-ce qu'il y a des pays dont il faudrait qu'on s'inspire, des pays où, j'ai envie de dire, la diversité est un point de son développement où on devrait être aujourd'hui ou arriver demain ? Alors oui et non. Oui, parce que évidemment il y a des pays qui sont très en avance. Alors ça dépend des sujets, parce que là on est quand même sur une grande diversité de facteurs, on va dire. Donc en fait on a des pays, notamment en Europe du Nord, qui sont très avancés, par exemple sur le sujet de la parentalité, du second parent, qui peut aussi bénéficier de plus de temps au moment de l'arrivée d'un enfant. Et il y a eu récemment une actualité assez forte avec le Parental Act en France qui s'inspire justement de ces pays qui sont plutôt en avant sur ces sujets-là, parce qu'en France aujourd'hui on n'a encore droit qu'à 11 jours quand on est second parent, pour accueillir son enfant. Donc si on veut que la société aussi soit inclusive et bouge et évolue sur davantage d'inclusion et d'égalité, on va dire entre les femmes et les hommes et entre chacun dans les familles, il faut aussi que tout ça, que la société bouge ensemble en fait avec dans les différentes sphères, que ce soit dans l'univers personnel et l'univers professionnel. Donc c'est par exemple sur ces sujets-là des pays nordiques qui sont très en avance et dont on peut s'inspirer. Après, dans les pays anglo-saxons, on a aussi une prise en compte des origines, des différentes ethnies qui est très suivie, mesurée, même s'il n'y a pas forcément cette politique de quotas qu'on peut voir ici dans nos pays, qui est pas forcément quelque chose qui est très apprécié et très poussé dans les pays anglo-saxons, mais quand même une capacité à gérer les différentes représentations. Parce que depuis toujours, il y a différentes ethnies, différentes populations qui vivent ensemble, et ça fait partie de l'histoire de certains pays. Alors après, oui, il faut s'en inspirer, et non, parce qu'on est différents et on a chacun nos histoires, et il faut qu'on construise à partir de notre société, de nos histoires, des choses qui correspondent à ce qu'on est, tout en étant quand même assez innovant. D'ailleurs, où on étiquette sa provenance ethnique au nom de la diversité, alors que nous, on refuse de le faire justement, d'ailleurs, au nom de la diversité. Donc finalement, il y a quand même des aspects culturels qui sont très importants. Ça. Merci beaucoup, Sandrine Charpentier, d'être venue à ce micro. Où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne aujourd'hui ? Il suffit d'aller sur Mixity, donc www.mixity.co. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Tant que vous y êtes, n'hésitez pas à cliquer sur les 5 étoiles au-dessus du titre et à nous laisser vos commentaires. Ils aideront d'autres que vous à découvrir cette émission. Et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.